À l'instant où la porte d'entrée claqua, mon monde entier vola en éclats. Je me tenais dans le salon de ma sœur, écoutant le taxi s'éloigner du trottoir. Brooke et Jared étaient mes partis, en route pour leur croisière dans les Caraïbes. 5 jours de soleil et de cocktails sous les parasols, pendant que je garderais leur fille. Je me retournais avec un sourire, prête à demander à Nola ce qu'elle voulait faire en premier. Peut-être faire des cookies, regarder un film, lire ensemble comme nous le faisions toujours. Mais Nola n'attrapait pas son iPad. Elle ne tapait pas de messages pour que l'application de synthèse vocale le lise à voix haute. Elle était simplement là, debout, à me fixer avec une intensité que je n'avais jamais vue en 8 ans de vie. Et puis ma nièce, l'enfant que je croyais née muette, la petite fille qui n'avait pas émis un seul son depuis sa petite enfance, ouvrit la bouche. « Tata, ne bois pas le thé que maman a préparé. Elle a préparé quelque chose de mal. » Sa voix était claire, parfaite, comme si elle avait parlé toute sa vie. Mon sang se transforma en eau glacée dans mes veines. Laissez-moi revenir environ 6 heures en arrière, car j'ai besoin que vous compreniez comment je suis arrivée ici. Comment j'ai fini debout dans la maison de ma sœur, découvrant que tout ce que je pensais savoir sur ma famille était un mensonge soigneusement construit. Je m'appelle Lisa Rains. J'ai 32 ans. Je travaille comme comptable dans une entreprise de taille moyenne à Columbus, dans l'Ohio. Passionnant, je sais. Alors que d'autres rêvent de vacances exotiques et d'aventures romantiques, je rêve de feuilles de calcul parfaitement équilibrées. Mon thérapeute dit que j'utilise les chiffres pour avoir l'impression de contrôler. Mon thérapeute a probablement raison. Cette matinée avait commencé assez normalement. Café du samedi, appartement silencieux. J'appréciais vraiment ce calme quand mon téléphone sonna. Brooke, ma sœur aînée. 6 ans nous séparent, mais parfois on aurait dit 60. Sa voix était douce comme le miel, ce qui aurait dû être mon premier signe d'alerte. Brooke n'utilisait cette voix que quand elle voulait quelque chose. « Lisa, je dois te demander un immense service. » Il s'avéra qu'elle et Jared avaient réservé une croisière pour leur anniversaire de mariage. 5 jours dans les Caraïbes, très romantique, très dernière minute, et ils avaient besoin de quelqu'un pour garder Nola. Bien sûr, j'ai dit oui, parce que c'est ce que je disais toujours à Brooke. J'adorais sincèrement ma nièce. Même si communiquer par iPad était parfois épuisant, il y avait quelque chose de spécial chez Nola. Elle avait ses grands yeux observateurs qui semblaient tout absorber. Quand je lui faisais la lecture, elle se blottissait contre mon épaule, et je pouvais la sentir se détendre, comme si ma voix était un refuge. Vous voyez, Nola était née avec une maladie rare. Du moins, c'est ce que Brooke disait toujours à tout le monde, quelque chose de neurologique qui affectait sa capacité à parler. Les médecins l'avaient détectée vers ses 3 ans. Brooke avait dit qu'on ne pouvait rien faire. Je n'avais jamais remis cela en question. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était ma sœur. Les mères connaissent leurs enfants. Je me suis rendue chez Brooke vers midi. Jolie maison, grand jardin, le genre de maison qui ressemble à une couverture de magazine. Brooke m'accueillit à la porte avec un câlin, ce qui était inhabituel. Ma sœur n'était pas vraiment du genre câline. « Tu me sauves la vie, Lisa, vraiment. » Elle était parfaite comme toujours, cheveux coiffés, ongles faits, valise de créateur attendant près de la porte. Jared chargeait les sacs dans le taxi qui venait d'arriver. Il me regarda à peine, juste un petit signe de la main, un bonjour murmuré. Il semblait nerveux, en sueur, mais Jared était toujours un peu nerveux. Je n'y pensais pas beaucoup. Brooke me fit visiter la maison comme si je n'y étais jamais venue. Voici la cuisine, voici la chambre de Nola, voici la télécommande de la télé. Et puis elle ouvrit le réfrigérateur et en sortit un grand thermos avec un couvercle jaune. « Je l'ai fait pour toi, » dit-elle en me le mettant dans les mains. « Une infusion pour le stress. Tu as l'air fatiguée, Lisa. Tu travailles trop. » Il y avait quelque chose dans sa manière de le dire qui semblait faux, trop insistante. Mais je souris et la remerciai, parce que c'était ce que je faisais avec Brooke. Je souriais et la remerciais et ne contestais jamais. Elle avait toujours été celle qui avait les solutions, même quand je ne les demandais pas. Le taxi klaxonna. Brooke me serra à nouveau dans ses bras. 2 câlins en un jour,
vraiment bizarre, et se précipita dehors. Jared la suivit sans un mot. Je les regardais monter dans la voiture, la regardais s'éloigner, puis je fermais la porte d'entrée, me retournais et trouvais Nola debout là, me regardant comme si elle était sur le point de m'annoncer la fin du monde. Tata, ne bois pas le thé que maman a préparé. Elle a préparé quelque chose de mal. Je ne pouvais plus respirer, plus penser. Le thermos était toujours dans mes mains, soudain lourd comme une bombe. Je le posais sur le plan de travail comme s'il était radioactif. Mes mains tremblaient si fort que je faillis le laisser tomber. Puis je me retournai vers Nola et m'agenouillai, me mettant à son niveau. « Nola, chuchotai-je. Tu peux parler ?» Elle hocha la tête. Ses yeux étaient immenses, effrayés, mais il y avait aussi quelque chose de farouche dedans, quelque chose de déterminé. « J'ai toujours pu, Tata. Maman m'a obligée à arrêter. » La pièce bascula. Je dus poser une main sur le sol pour me stabiliser. « Que veux-tu dire? T'as obligée à arrêter? » Et c'est alors que ma nièce de 8 ans me raconta une histoire qui déchira tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Nola n'était pas née muette. Elle n'avait jamais eu de problème neurologique. C'était un mensonge. Un mensonge que ma sœur racontait depuis 5 ans. À 3 ans, Nola parlait comme n'importe quel bambin normal. Elle avait dit ses premiers mots, en apprenait de nouveaux chaque jour, chantait des chansons, posait 1 million de questions, disait « Je t'aime » au coucher. Puis, un après-midi, tout changea. Nola jouait à l'étage. Elle avait soif, alors elle descendit à pas de loup pour prendre du jus. Maman était dans la cuisine, au téléphone. Elle ne remarqua pas la petite fille debout dans l'encadrement de la porte. Nola entendit des mots. La plupart, elle ne les comprenait pas, mais certains, elle les reconnut. Tata Lisa, argent, hors du tableau. Quand papa sera parti, puis maman, et alors on aura tout. Elle me fait totalement confiance. Elle est si bête. Nola avait 3 ans. Elle ne savait pas ce que hors du tableau signifiait, mais elle comprenait Tata Lisa. Et elle comprenait la manière méchante et froide avec laquelle sa maman avait dit « bête ». Le lendemain, innocente et confuse, Nola demanda à sa mère « Maman, qu'est-ce que ça veut dire hors du tableau ?» Le visage de Brooke se glaça. Elle attrapa les bras de Nola trop fort, laissant de petites ecchymoses, et s'agenouilla jusqu'à ce qu'elle soit face à face. « Écoute-moi très attentivement, » dit-elle. « Si tu parles encore un jour à qui que ce soit, de quoi que ce soit, il arrivera quelque chose de terrible à Tata Lisa. Ta voix est dangereuse. Chaque mot que tu dis lui fait du mal. Si tu aimes ta tata, tu ne feras plus jamais un son. Tu comprends? » Nola m'aimait. J'étais la tata qui lui apportait des livres d'images, celle qui lui souriait comme si elle était la chose la plus spéciale au monde. Alors Nola arrêta de parler. Elle avait 3 ans. Elle prit la décision de renoncer à sa voix pour me protéger. Je restais assise là, sur le sol de la cuisine de Brooke, les larmes coulant sur mon visage, tandis que cet enfant m'expliquait le sacrifice qu'elle avait fait. 5 ans. 5 ans de silence. 5 ans de terreur, à penser que chaque mot qu'elle prononçait pouvait faire du mal à la personne qu'elle aimait le plus. Et Brooke, ma sœur, la mère dévouée, avait utilisé cette peur. Elle avait emmené Nola chez des médecins, joué la mère inquiète, obtenu un diagnostic de mutisme sélectif, mais elle disait à tout le monde autre chose. Neurologique, né avec, rien à faire. « Que sais-tu d'autre, ma chérie ?» demandai-je doucement. « Qu'as-tu vu d'autre ?» Il s'avéra qu'être silencieuse rendait Nola invisible. Les adultes oubliaient sa présence. Ils parlaient librement devant elle, supposant qu'elle ne comprenait pas ou ne pourrait le dire à personne, même si c'était le cas. Nola vit tout. Elle vit sa mère s'entraîner à reproduire ma signature encore et encore sur des bouts de papier jusqu'à ce qu'elle soit presque parfaite. Elle entendit des conversations téléphoniques à propos de la fiducie et du transfert de tout avant que Lisa ne comprenne. Elle vit son père devenir de plus en plus effrayé par sa mère, approuvant tout, ne remettant jamais rien en question. Et il y a 2 nuits, Nola entendit quelque chose qui la fit comprendre qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle s'était faufilée en haut de l'escalier. Ses parents étaient dans la cuisine, en train de préparer leur plan.
Le thé la rendra suffisamment malade pour les urgences, dit Brooke. Pas dangereux, juste des problèmes d'estomac sévères, une somnolence extrême. Elle sera hors circuit pendant des jours. Et Nola pendant notre absence? Demanda Jared. Madame Patterson, la voisine, l'apprendra. Je lui ai déjà dit que Lisa faisait parfois des crises. Elle a tout gobé. Et pendant que Lisa est à l'hôpital, on conduit jusqu'à Indianapolis. Il y a un avocat là-bas qui ne la connaît pas. J'ai tous les documents falsifiés prêts. On transfère toute la fiducie à mon nom. Au moment où Lisa se remettra, ce sera fait. Elle ne pourra jamais prouver quoi que ce soit. Pas de croisière. Pas de vacances aux Caraïbes. Juste un plan pour m'empoisonner, falsifier ma signature et voler plus d'1 million de dollars. Ma propre sœur. J'attirai Nola dans mes bras et la serrai fort. Cette enfant courageuse, incroyable. Elle avait porté ce poids pendant 5 ans. Elle avait vu sa mère mentir à tout le monde. Et quand ça comptait vraiment, elle avait trouvé le courage de briser son silence. « Tu m'as sauvée », chuchotai-je dans ses cheveux. « Tu le sais, n'est-ce pas? Tu m'as sauvé la vie. » Elle me serra à son tour, ses petits bras farouches autour de mon cou. « Je ne pouvais pas laisser maman te faire du mal, Tata. Plus maintenant. » Je regardais le thermos posé sur le plan de travail. D'apparence inoffensive, couvercle jaune. Thé maison de ma sœur aimante. Une preuve. Mes larmes s'arrêtèrent. Quelque chose de froid et de concentré s'installa dans ma poitrine. Brooke pensait avoir 5 jours pour tout voler. Elle pensait que je serais alitée dans un hôpital, trop malade pour l'en empêcher. Elle avait très, très tort. Le premier appel que je passai fut à Gwen Mercer, mon amie de fac et infirmière. Elle vint, écouta tout, et prit un échantillon du thé à un contact au laboratoire de l'hôpital pour une analyse en urgence. Puis, avec l'aide de Nola, nous trouvâmes le tiroir verrouillé dans le bureau de Brooke. Code 0315. La date de leur anniversaire de mariage. À l'intérieur, nous trouvâmes des formulaires d'autorisation bancaire falsifiés avec ma signature presque parfaite. Des relevés bancaires montrant 180 000 $ déjà détournés de la fiducie en petites sommes intraçables. Des emails imprimés avec un avocat d'Indianapolis nommé Warren Ducker, planifiant le transfert pour le 4e jour de la croisière, et un dossier intitulé « Lisa, problème de santé mentale », rempli de notes fabriquées sur mon comportement erratique et ma paranoïa. Ma propre sœur prévoyait de me faire passer pour folle, de détruire ma crédibilité, de tout prendre et de ne me laisser rien, pas même ma réputation. Gwen photographia chaque document. « C'est une fraude préméditée », dit-elle gravement. Puis les résultats du laboratoire arrivèrent. Le thé contenait un mélange concentré d'un puissant laxatif et d'une herbe sédative, assez pour hospitaliser quelqu'un pendant plusieurs jours, exactement comme Nola l'avait dit. L'appel suivant fut pour Kevin Calloway, un ami de fac devenu procureur adjoint. Il écouta, puis exposa le plan. Cela dépasse les frontières de l'État. C'est fédéral. Nous coordonnerons avec la police et le FBI. Nous contacterons l'avocat d'Indianapolis. Mais Brooke ne doit pas savoir que tu es au courant. Tu dois lui faire croire que son plan fonctionne parfaitement. Je devais prétendre avoir bu le thé, prétendre être malade, prétendre être impuissante. Pendant 3 jours, j'ai joué la comédie. J'ai envoyé des textos faibles, pathétiques à Brooke, affirmant que j'étais gravement malade, que j'aurais peut-être besoin des urgences. Ses réponses étaient d'un détachement glaçant. « Oh non, remets-toi vite », avec un emoji cœur. Elle ne demandait pas dans quel hôpital. Elle ne demandait pas à parler à Nola. Pendant ce temps, l'équipe de Kevin agissait. Ils suivirent l'Instagram de Jared, géolocalisé à Indianapolis, aucune plage en vue. Ils contactèrent Warren Ducker, l'avocat, déjà méfiant quant aux signatures, qui accepta de coopérer. Le piège était tendu. 4e jour. Indianapolis. Le cabinet d'avocats de Warren Ducker. Je regardais via une transmission vidéo sécurisée depuis le salon de Brooke, Nola tenant ma main. Nous vîmes Brooke et Jared entrer, Brooke parfaitement composée, Jared en nage. Ils furent conduits dans une salle de conférence où Ducker et 2 détectives en civil les attendaient.
les détectives exposèrent les preuves, les signatures discordantes, l'argent volé, les emails. Brooke tenta de bluffer, accusant mon instabilité mentale. Puis, le détective Morrison joua un enregistrement. La voix de Nola, claire et ferme, remplit la pièce. Elle décrivit la menace quand elle avait 3 ans, les années de silence, le plan concernant le thé. Le masque de Brooke se brisa. « Ce n'est pas... Elle ne peut pas. Elle est muette. » Vous venez de confirmer que vous croyez votre fille incapable de parler, dit Morrison calmement. Mais les véritables dossiers médicaux indiquent un mutisme sélectif, souvent causé par un traumatisme ou la peur. Votre fille a cessé de parler parce que vous l'avez terrorisée pour la réduire au silence pendant 5 ans. Des menottes cliquetèrent autour des poignets de Brooke. Jared se retourna immédiatement contre elle, implorant un arrangement, proposant de témoigner. Brooke fut emmenée, crachant encore son venin. Sur l'écran, je regardais ma sœur disparaître à l'arrière d'une voiture de police. Nola serra ma main. « C'est fini, » chuchota-t-elle. 2 semaines plus tard, nous étions au tribunal aux affaires familiales. Le juge, un homme aux yeux bienveillants, examina le dossier. La fraude, la falsification, l'empoisonnement tenté, la violence psychologique sur enfant. Il se tourna vers Nola. « Jeune fille, j'ai compris que vous avez récemment recommencé à parler après de nombreuses années de silence. Cela a demandé un courage immense. Où aimeriez-vous vivre? » Nola se leva, 1,20 m, dans une robe violette. « Je veux vivre avec ma tata Lisa, » dit-elle, sa voix forte et claire. C'est la seule qui m'ait vraiment vue. Même quand je ne pouvais pas parler, elle m'écoutait. Une pause, et puis, elle fait des pancakes vraiment bons. Le juge sourit. Il signa les papiers. Garde d'urgence accordée à Lisa Rains. Ce soir-là, dans mon appartement, notre appartement, Nola parla tout au long du dîner. Et parla. Une conférence de 25 minutes sur la théorie du combat des dinosaures. L'ankylosaure gagnerait, évidemment. J'écoutais vraiment chaque mot. Brooke accepta un plaidoyer de culpabilité. La majeure partie de l'argent volé fut récupérée. Je vendis la maison familiale, ouvris un fonds pour l'éducation de Nola et continuai à construire une vie pour nous deux. Samedi dernier, nous avons pris le petit déjeuner sur le balcon. Pancakes, jus d'orange, soleil d'automne. Nola me racontait un rêve avec un pingouin conduisant une voiture, un château en gaufres et un dragon très poli nommé Gérald. Ça n'avait aucun sens. C'était parfait. Elle s'interrompit au milieu de son histoire et me regarda. « Tata Lisa, merci de m'avoir écoutée. De vraiment m'avoir écoutée, même quand je ne pouvais pas parler. » Je tendis la main et serrai la sienne. « Toujours, ma chérie, toujours. » Parfois, les personnes les plus silencieuses ne sont pas faibles. Elles attendent simplement quelqu'un en qui elles ont suffisamment confiance pour enfin parler. Nola a trouvé sa voie, et j'ai trouvé ma famille. Certaines histoires ont des fins heureuses. La nôtre ne faisait que commencer.